Depuis quelques temps, j'entends ce mot partout, les PFAS, P-F-A-S, un mot entré dans le dictionnaire et pourtant que je connais encore mal. Ils sont souvent présentés comme des polluants éternels, mais concrètement, à quoi ça correspond, comment on en est arrivé là et surtout, y a-t-il des solutions? En fait, en creusant, j'ai découvert que ces PFAS ne sont pas si nouveaux. Ils ont été créés par l'homme dans les années 1940 et ont été développés par des chercheurs pour leurs propriétés uniques. Résistance à l'eau, à la graisse et à la chaleur. Leur efficacité est telle qu'on les retrouve un peu partout dans les objets du quotidien et les produits industriels. Mais en attendant, on fait quoi pour ces composés déjà présents dans notre environnement? Doit-on baisser les bras ou on peut encore agir? J'ai décidé de mener ma petite enquête. Les PFAS, c'est avant tout un des grands succès industriels de l'après-guerre. Mais si ces PFAS ont été si populaires, c'est pas pour rien. Ils ont des propriétés absolument extraordinaires. Mais alors, c'est quoi le secret derrière ces molécules? Pour essayer de le comprendre, je me suis rendu dans un labo et on va voir ça de plus près. Bonjour Sarah, alors on m'a dit que vous en connaissiez un rayon sur les PFAS, est-ce que vous pourriez me montrer concrètement à quoi ça ressemble? Alors les PFAS, ce sont les substances per- et polyfluoroalkylées. C'est une famille très complexe, très large, des milliers de composés, environ 5000 sur le marché aujourd'hui. Et alors, elles ont en commun, ces substances, d'avoir une liaison chimique entre un carbone et un fluor. C'est une liaison très très forte, l'une des plus fortes en chimie, et ça explique leur propriété de résistance à la dégradation et aux températures. Par ailleurs, elles ont une structure chimique un peu particulière qui fait qu'elles repoussent aussi l'eau, l'huile, les graisses. Ce qui fait qu'elles ont été utilisées depuis les années 50 dans de multiples usages pour leurs propriétés anti-adhésives, imperméabilisantes, de surfactants, donc dans l'industrie, dans les mousses anti-incendie, mais aussi dans les produits du quotidien, par exemple anti-graisse dans les emballages alimentaires, sur les revêtements textiles imperméabilisants ou encore dans les revêtements de poêle anti-adhésifs. Et on en trouve aussi dans certains pesticides, des PFAS herbicides. Mais le revers de la médaille, c'est que ces molécules, parce qu'il en existe plusieurs milliers, sont si résistantes qu'aujourd'hui il est difficile de les traiter. Jusqu'à très récemment, les PFAS n'étaient pas vraiment une question. Mais c'est avec la technologie d'aujourd'hui qu'on a pu détecter ces molécules dans l'environnement et comprendre l'ampleur de leur diffusion. Elles persistent très longtemps dans les différents milieux. L'eau, l'air, les sols, les sédiments. Or, des études scientifiques suggèrent que certaines d'entre elles sont susceptibles de présenter des risques pour la santé humaine et pour l'environnement. Donc pourquoi elles posent problème ces molécules? Certains PFAS sont très mobiles. C'est-à-dire que les courants d'air et d'eau vont les transporter sur de longues distances. Donc on a détecté des contaminations dans des zones reculées, non industrialisées. C'est pourquoi, progressivement, les États promulguent des réglementations pour contrôler l'utilisation des PFAS. Ainsi, en France, une loi votée en 2023 a prévu l'interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de certains produits contenant des PFAS au 1er janvier 2026, comme les cosmétiques, le fard de ski ou les textiles d'habillement. La loi française prévoit également la mise en place d'une trajectoire nationale tendant vers la fin des rejets de PFAS dans l'eau en 2030. L'accumulation, la bioaccumulation des PFAS dans les organismes vivants, combinée à cette contamination environnementale, conduit à une exposition de la population, comme le montre l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'ANSES. Des études scientifiques ont été menées sur les effets potentiels de certains PFAS sur la santé, et l'ANSES en a répertorié une incidence sur le taux de cholestérol, des effets sur le foie, sur le rein, un impact sur le développement du fœtus, la fertilité et une perturbation du système endocrinien et du système immunitaire. De même que certaines réglementations visent à réduire, voire interdire l'usage des PFAS, d'autres textes limitent leur niveau dans l'environnement, en particulier dans l'eau. Ainsi, la directive européenne sur l'eau potable définit une obligation de surveillance et des seuils limites. Cette réglementation a d'ailleurs été transposée et appliquée en France pour la somme de 20 PFAS. La qualité de l'eau doit respecter cette réglementation. Donc c'est précisément pour ça, pour protéger la population, que les autorités sanitaires ont établi des valeurs limites, des seuils, dans l'eau potable et dans les aliments pour des PFAS spécifiques. Des programmes de surveillance sont mis en place pour suivre la présence de ces composés, les PFAS, et adapter les mesures de protection.
Donc pour ça, on a besoin d'analyses fiables, sûres et très sensibles, c'est-à-dire très précises. Donc nous utilisons des méthodes analytiques avancées, comme la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse, donc haute résolution. Ces techniques séparent les molécules, puis les identifient molécule par molécule et les quantifient avec précision. Les PFAS sont présents dans l'eau potable à des concentrations extrêmement faibles, de l'ordre du nanogramme par litre. Ce nanogramme par litre, pour vous donner une petite idée, ça correspond à rechercher 1 grain de sucre dans une piscine olympique. En France, Veolia réalise d'ores et déjà des analyses poussées pour les collectivités territoriales qui en ont besoin et propose des solutions lorsque certains problèmes sont identifiés. Ainsi, en 2024, ce sont pas moins de 2400 points de contrôle desservant 20 millions d'habitants qui ont été analysés. Résultat, 99% de la population avait déjà une eau potable conforme à la réglementation avant même son entrée en vigueur début 2026. Mais au-delà des contrôles, il faut parfois intervenir en urgence pour protéger les populations. Je m'étais notamment rendu à Corbas, où Veolia a déjà déployé une solution mobile inédite de traitement des PFAS. Ça permet ainsi de garantir un accès sûr à l'eau potable pour la zone industrielle de Corbas, Vénissieux, Saint-Priest. Et c'est d'ailleurs là-bas que j'avais eu l'idée d'enquêter sur ce sujet. Mais les innovations ne s'arrêtent pas là. Aujourd'hui, l'approche évolue. On intervient plus tôt, de manière plus ciblée, et on suit ces substances sur l'ensemble de leur parcours. L'idée est simple, capter très efficacement les molécules dans les eaux utilisées dans les procédés industriels, avant qu'elles ne quittent le site et ne se retrouvent dans l'environnement. Donc maintenant, place à l'action, comment agir ? Notre métier chez Veolia, c'est d'apporter des solutions innovantes pour la prévention et la dépollution. Mais soyons clairs, notre capacité à traiter les PFAS ne doit en aucun cas réduire les actions de prévention. La priorité reste la réduction à la source. Plus on les retient tôt, même quand elles sont présentes en quantité minuscule dans des mélanges d'eau complexes, moins elles se dispersent. On l'a vu, les PFAS représentent effectivement l'un des défis environnementaux majeurs de notre époque. Ce qui est rassurant, c'est que nous ne sommes pas démunis face à ce défi. Les technologies de traitement existent, elles sont efficaces et elles se déploient maintenant à grande échelle. Ce qui rend cette évolution particulièrement encourageante, c'est l'approche. Maintenant, on ne se contente plus de filtrer, on agit sur le problème de bout en bout. Le traitement des PFAS impose en effet une traçabilité transparente de leur production à leur fin de vie. Veolia est en mesure d'y contribuer en intervenant dès la détection des PFAS jusqu'à leur traitement définitif. Les résines usagées et le charbon actif saturé en PFAS qui n'est pas régénérable, une partie l'est, sont ainsi transportés vers des fours rotatifs chauffés à très haute température qui permettent de détruire les PFAS qu'ils ont captés. Les réglementations évoluent, les solutions techniques et technologiques aussi. Face à ce challenge de santé publique, les filières de traitement spécialisées existent. J'espère que tu en as appris autant que moi pendant mes recherches sur la nécessité d'une mobilisation collective. À bientôt sur Verso et propose-moi tes idées d'enquête en commentaire.